La France a cette curieuse habitude, chaque fois qu'elle est en difficulté en Afrique, de se présenter comme la gardienne des intérêts du continent et de ses habitants. C'est ce qui se produit dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à l'aube de la guerre froide et de la décolonisation. Concurrencée sur le continent par les anglo-saxons et dans une moindre mesure par l'Union soviétique qui se présente alors chacun à leur manière comme les champions de l'émancipation africaine, Paris tente une contre-offensive. Non, les Africains ne veulent pas l'indépendance. Voyez Félix Houphouët-Boigny, voyez Léopold Sédar Senghor et tant d'autres. Les Africains aiment la France. Mais cette stratégie perdante à contre-courant de l'histoire fait long feu. Confrontés au vent persistant de la décolonisation, les dirigeants français se rendent à l'évidence. Il faudra bien se résoudre à restituer l'Afrique aux Africains. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Kemet Télévision dans le cadre d'une autre sortie de votre émission Sagesse Kamit, après cette longue période d'absence, absence indépendante de notre volonté, entre problèmes techniques et difficultés rencontrées ici à la télévision. Mais malgré cela, nous sommes debout et nos ancêtres continuent de nous irradier de leur énergie afin que nous aussi, nous continuions à mener à bien le combat noble qui est le nôtre, celui de la Renaissance africaine, et ce, dans tous les domaines. La thématique que nous allons aborder dans le cadre de cette haute sortie est tout simplement l'Afrique sous la dictature des concepts et slogans à des fins esclavagistes. Et pour en parler justement, je reçois quelqu'un qui entre dans ce studio pour la toute première fois. C'est un stratège, analyste, le frère Charlie Kenyé, que j'accueille avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Bonjour frère et bienvenue chez Kemet Télévision. C'est un plaisir pour moi de te recevoir pour la toute première fois dans ce studio et dans cette émission. Bonjour, bonjour mon très cher frère Nyamsi Yomba. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une première pour moi dans cette télévision, ce magnifique plateau, et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Je salue vos techniciens par qui nous pouvons émettre de par le monde. Ce sont des hommes de l'ombre mais qui font un travail magnifique. C'est toujours important de leur dire merci. Je salue également le top management de cette chaîne. Je crois qu'en Afrique, nous en avons besoin. Des chaînes comme Kemet TV à profusion parce que le combat est assez grand, les défis, les enjeux sont assez importants. Et donc, il faut multiplier ce genre de projets sur le continent. C'est la raison pour laquelle je salue le promoteur de ce média, je salue le top management dont vous en faites partie. Merci. Et je vous appelle à redoubler d'efforts pour que Kemet puisse aller au-delà de vos aspirations. Et une fois de plus, c'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette prestigieuse émission. Merci Charlie Kenyé pour ces fleurs. Sagesse Kamit est une émission qui se veut être pédagogique et donc la démarche que nous adoptons dans le cadre de cette émission est une démarche scientifique. C'est la raison pour laquelle nous définissons toujours les concepts avant leur développement pour la bonne compréhension, n'est-ce pas, de nos milliers d'abonnés et de téléspectateurs qui nous suivent. L'Afrique sous la dictature des concepts et slogans à des fins esclavagistes. Tout de suite, comme ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quoi? Ça renvoie simplement à un ensemble de textes et de codes, de réglementation, si vous me permettez, et qui ont été codifiés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les supposés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. J'insiste bien sur le mot, les supposés justement de la Seconde Guerre mondiale, qui ont codifié justement ces textes et ces réglementations dans un esprit de suprématie militaire, de suprématie idéologique et de suprématie culturelle vis-à-vis du reste du monde. Et donc, vous avez un ensemble de slogans par la suite qui nous ont été inventés pour simplement légitimer ce dont je venais d'expliquer. Par exemple, la question des droits de l'homme, la question du droit international. Justement, j'allais poser la question de savoir quels sont ces concepts, quels sont ces slogans. Exactement. Vous avez par exemple le droit international, vous avez les droits de l'homme, vous avez la communauté internationale, parce que c'est dans des mots. Vous avez la mondialisation, vous avez la démocratie, vous avez les ODD, les OMC, parce qu'on a commencé avec les OMC, les objectifs du millénaire pour le développement. Après,
après c'est devenu les ODD, les objectifs de développement durable. Et bien, ce sont cet ensemble justement de mots, de concepts qu'il faut le rappeler aujourd'hui est très utilisé en Afrique. Parce que vous allez voir que la plupart même des thématiques abordées en Afrique tournent autour de le processus de démocratisation. On nous parle tout le temps de démocratie en Afrique. Mais est-ce que nous sommes dans l'esprit, alors est-ce que nous comprenons l'esprit dans lequel le mot même en soi a été créé? Est-ce que ceux-mêmes là qui ont pensé le mot en eux-mêmes, est-ce qu'ils respectent le contenu de ce qu'eux-mêmes ils ont décidé? Parce qu'il y a une chose qui est claire, ce qui n'a pas été décidé avec vous, ce qui n'a pas été décidé pour vous, forcément a été décidé contre vous. Et aujourd'hui, malheureusement, les Africains n'arrivent pas à comprendre que nous sommes dans un jeu de puissance. C'est-à-dire que vous avez en face un camp qui s'est donné pour objectif de maintenir son hégémonie sur le reste de la planète. Bien sûr, assisté de quelques États vassaux. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de supposés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, parce que il faut le dire qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec son lot de morts, on parle de pratiquement 60 millions de morts. Mais sauf que dans ce cas spécifique, il y a eu plus de civils morts que de militaires, qui peut s'expliquer justement avec ce problème de nazis, ce qu'on a appelé la Shoah, qui a vu la mort de pratiquement 6 millions de juifs exterminés par le Troisième Reich. À côté également, il faut rappeler que vous avez un État, par exemple, comme l'URSS, l'Union des Républiques soviétiques et socialiste, qui a perdu pratiquement 27 millions de citoyens, un peu plus de 25 millions, on parle aujourd'hui de 27 millions, même si du côté de l'Europe, on ne veut pas reconnaître ce sacrifice du peuple russe dans cette victoire de la Seconde Guerre mondiale, et sans parler du lot des Africains, de nos ancêtres, de nos grands-parents qui sont allés morts justement pour défendre la France et pour sauver l'Europe. Et donc aujourd'hui, avec ce lot de morts, les vainqueurs, les supposés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, je parle ici de la France, des États-Unis et de l'Angleterre, s'asseyent donc pour penser le monde. C'est-à-dire qu'en réalité... Je veux justement, Charlie Kenyé, je veux qu'on s'appesantisse justement sur le vocable supposé, supposé vainqueur. C'est vrai que tout de suite tu as saisi les taureaux par les cornes, alors donc nous allons aller au fond des choses. Pourquoi supposé vainqueur? Supposé vainqueur parce qu'en réalité, il faut dire très clairement que l'Europe n'a pas gagné la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'ont pas gagné, en tout cas le bloc occidental n'a pas gagné la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale aujourd'hui a été vaincue par les Russes, c'est-à-dire que par l'URSS, c'est l'Union des Républiques soviétiques et socialistes qui a permis la victoire de la Seconde Guerre mondiale, assistée par les tirailleurs venus d'Afrique. Pourtant, ce n'est pas ce qui est dit dans les manuels scolaires. C'est pourquoi il faut réécrire l'histoire. Il faut réécrire l'histoire. Rappelons déjà que quand on parle même de la Seconde Guerre mondiale, il faut dire que c'était une guerre qui a été voulue, qui a été créée par les Américains. Et quand je parle des Américains, je parle ici des sionistes, des juifs sionistes au sein du gouvernement américain. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont représentés du côté d'Israël avec le gouvernement Benjamin Netanyahou, qui en réalité c'est un gouvernement d'extrême droite qui aujourd'hui reflète l'idéologie du mouvement juif sioniste à l'échelle internationale, dont les parents sont du côté des États-Unis. Et donc ce sont eux qui ont provoqué la Seconde Guerre mondiale. Comment? Parce qu'il faut dire, ceux qui vont lire l'histoire, il faut rappeler que la machine de guerre, la machine de propagande du Troisième Reich était alimentée par les industriels américains. Vous allez voir par exemple que vous avez un industriel américain comme Ford qui a fait d'énormes bénéfices durant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fabriquait la plupart des tanks, des chars d'assaut de la Wehrmacht, c'est avoir entendu par là l'armée de terre allemande. C'est-à-dire que ce sont les entreprises fortes en Europe qui ont permis justement à cette forte militarisation, à cette modernisation de la machine de guerre allemande. Et rappelons que Ford est un très grand industriel américain. D'ailleurs, il faut dire que pendant les bombardements du Troisième Reich en Europe, ils ont tout fait de bombarder les populations civiles et tout ce que vous voyez, mais jamais les industries ou alors les intérêts américains avaient été menacés par les bombardements de la Luftwaffe, entendu par là l'armée de l'air du Troisième Reich. Et donc, à partir de là, vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a des informations qui ont été déclassifiées, qui démontrent à suffit que la CIA était au courant justement de cette réalité-là, du fait qu'un certain nombre d'industriels américains, il n'y a pas que Ford, il y a General Motors, justement. Beaucoup d'industriels américains ont généré ou alors ont prospéré justement au lendemain de la guerre. Exactement, et même pendant la guerre, parce qu'ils alimentaient, c'est-à-dire que j'ai rédigé un article aujourd'hui il y a pratiquement un an
qui développe et qui détaille ce que j'appelle l'économie de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre, c'est tout un business. La guerre permet aux entreprises de se faire de l'argent. La guerre également permet à un certain nombre d'institutions financières également de se faire de l'argent. Parce qu'après la guerre, les dégâts causés, les dégâts matériels causés, les dégâts logistiques, il faut reconstruire le pays qui a été endommagé. Et où prendre de l'argent pour reconstruire le pays endommagé, c'est justement se retourner vers ces bailleurs de fonds qui, il faut le dire également, sont financés par cette grande firme internationale, par cette grande industrielle. Donc, c'est un cycle dans lequel aujourd'hui, on ne veut pas beaucoup communiquer dessus. Les médias ne veulent pas s'y intéresser parce qu'il faut le dire, c'est une question de vie ou de mort. La plupart des médias qui ont essayé justement de mener un certain nombre d'investigations dans ce sens ont fini la corde au cou, ont fini 3 pieds sur terre. Donc, pour dire qu'en réalité, ce sont les États-Unis qui ont participé, qui ont voulu à ce que la Deuxième Guerre se fasse parce qu'il en allait justement de leur économie. Rappelons que les États-Unis, c'est un pays qui a pratiquement 290 ans d'existence, un peu moins de 290 ans d'existence, mais qui, sur les 290 ans ou alors 88 ans d'existence, a connu à peine 77 années de paix. C'est-à-dire que c'est un État qui, le long justement de son existence, un État guerrier, a connu la guerre. Mais logiquement, la question que tout être humain normalement constitué devrait se poser, c'est comment un État qui a connu plus de 200 années de guerre et à peu près de 77 années, moins de 80 années de paix, comment cet État arrive à être aujourd'hui la première puissance économique, militaire, tout ce que vous voulez à l'échelle internationale, simplement parce que cet État a fait de la guerre un pan de son économie. C'est-à-dire que l'économie américaine est une économie essentiellement tournée vers la guerre. C'est l'entretien des conflits, c'est la présence des conflits à l'échelle internationale qui garantissent justement l'économie américaine. Donc à partir de cet instant, les questions logiques qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Quelle était l'intention qu'il y avait derrière la Seconde Guerre mondiale? Puisque c'est après la Seconde Guerre mondiale que nous en sommes arrivés à ces éléments dont je venais de citer. J'allais justement te poser la question de savoir, au-delà de promouvoir l'économie qui a favorisé cette guerre-là, est-ce que un des objectifs principaux n'était pas aussi de casser l'URSS, dont nous savons qu'elle était très puissante et était constituée des pays comme la Yougoslavie, la Bosnie, l'Ukraine aujourd'hui? Exactement. Effectivement, il faut dire très clairement que derrière ce mécanisme savamment pensé, il y avait une volonté de dépecer, à la limite de détruire l'Union des républiques soviétiques et socialistes. Et ils y sont arrivés parce que vous allez remarquer que quand vous lisez les livres d'un certain nombre de brillants théoriciens et géopoliticiens américains, vous avez par exemple le livre de Zbigniew Brzezinski qui s'appelle Le Grand Échiquier, dans lequel il développe clairement la doctrine américaine et la politique étrangère américaine qui essentiellement visait le dépeçage et la dislocation de l'Union des républiques soviétiques et socialistes. Pourquoi? Déjà pour des intérêts énergétiques premièrement, mais deuxièmement parce que c'était le plus grand rival des États-Unis. D'ailleurs, alors où on parle, ça reste le plus grand rival des États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont une politique essentiellement prédatrice et prévaricatrice qui aujourd'hui se veut être le gendarme à l'échelle internationale et un pays comme celui-là ne saura accepter une quelconque rivalité parce que la rivalité aujourd'hui peut amener à ce qu'un certain nombre d'autres États se détachent justement de ce contrôle-là pour penser le monde dans sa multipolarité. Or, ce que veulent les États-Unis avec ses alliés occidentaux, c'est justement un monde unipolaire avec comme seul gendarme les États-Unis. Voilà pourquoi dans les stratégies des experts américains, il était question justement à travers cette guerre et même d'autres guerres qui s'en ont suivi, c'était d'arriver au dépeçage ou alors à le démembrement, si on peut le dire comme ça, de l'Union des républiques soviétiques et socialistes. Il n'y a pas que Zbigniew Brzezinski qui l'a décrit dans son livre Le Grand Échiquier. Vous avez également, si vous lisez par exemple la doctrine Wolfowitz qui le développe également, vous avez le rapport Kissinger qui également en parle très brièvement. Donc c'est toute une politique qui a été savamment pensée, qui a fait de l'Union des républiques soviétiques et socialistes à cette époque l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Voilà pourquoi on parlait de la guerre du capitalisme contre le communisme. Et vous verrez que la plupart des États frontaliers aux Américains, la CIA opérait dans ces États-là pour justement empêcher la montée en puissance du communisme.
Vous avez des États comme Cuba qui en a payé les frais, qui a été sous embargo pendant plus d'un demi-siècle. Avec Fidel Castro. Vous avez le Venezuela de Maduro aujourd'hui, hier encore de Chavez. Hugo Chavez. Vous avez un certain nombre de pays qui ont payé les frais justement de cette guerre contre le communisme, de cette guerre américaine contre le communisme. Et bien sûr, ils en sont arrivés parce qu'il faut rappeler que au début des années 90-91, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il s'en est suivi une longue période de guerre froide qui s'est achevée, je crois, en 91-92 oui. Avec justement le pacte de Varsovie et les accords de la CEI qui justement la communauté des États indépendants oui. qui avait été signé par Gorbatchev effectivement, qui prévoyait la dislocation de l'Union des républiques soviétiques et socialistes en 15 autres nations, parce que à la suite de la signature du pacte de Varsovie en 91, vous avez 15 anciens États qui appartenaient à l'Union des républiques soviétiques et socialistes qui ont acquis leur indépendance, parmi lesquels ceux dont vous venez de parler, l'Estonie, la Lituanie, la Yougoslavie, l'Ukraine et bien d'autres de ces États-là qui ont pris leur indépendance. Mais sauf que il y avait des promesses qui avaient été faites, parce que si vous en tenez par exemple aux déclarations du secrétaire d'État américain des États-Unis, le secrétaire d'État américain des États-Unis en 1991, dans une de ces déclarations qui s'appelait James Baker, il dit aucune juridiction militaire de l'OTAN ne s'étendra d'un pouce en Europe de l'Ouest. Nous sommes en 1991. Et donc parmi les promesses qui avaient été faites, il y avait le fait que l'OTAN ne devrait pas justement poursuivre son expansion dans la zone d'influence russe, c'est-à-dire les États d'Europe de l'Est, ces États qui appartenaient à l'ancien URSS, qui a pris leur indépendance en 91 avec le pacte de Varsovie. Et donc l'OTAN n'a pas respecté cela. La preuve, c'est que de 91 ou alors de 92 et des années qui s'en ont suivi jusqu'à pratiquement 2020-2021, vous avez à peu près une dizaine d'États qui ont quitté, qui appartenaient à l'ancien URSS, qui se sont rapprochés de l'Union européenne et du bloc OTAN, et donc qui sont venus empiéter dans la zone d'influence russe, ce qui aujourd'hui s'explique par le conflit militaire que nous observons avec l'Ukraine, où beaucoup d'autres de ces pays-là cherchent à entrer, n'est-ce pas, dans l'Union européenne. Exactement. Et donc aujourd'hui, à travers un certain nombre de slogans et de concepts, vous voyez qu'aujourd'hui, ils veulent justifier des guerres à l'échelle internationale. Vous verrez par exemple que dans le cas de l'Ukraine, on nous parle de non-respect du droit international à travers l'inviolabilité des frontières, l'intangibilité des frontières, à travers par exemple les droits de l'homme, le droit international humanitaire. On dit que Vladimir Poutine ne respecte pas le droit international, mais sauf qu'on ne veut pas rappeler au monde que avant que Vladimir Poutine n'entre en guerre ou alors n'entre en Ukraine, il y a des précédents qui aujourd'hui veulent être élucidés par la conscience collective. Rappelons qu'il y a eu un coup d'État précédent en 2014, le coup d'État de Maïdan, où les services secrets otaniens ont renversé un pouvoir qui était légitimement du côté de l'Ukraine, à savoir le pouvoir du président Viktor Yanukovych, qui immédiatement a trouvé refuge en Russie pour être remplacé par un pro-occidental à la personne de Viktor Yushchenko, qui immédiatement a initié ce rapprochement avec les puissances de l'Ouest. On nous dit également qu'il y a une guerre que l'Ukraine est en train de mener contre sa population russophone dans le Donbass. Et qu'aujourd'hui, c'est fort justement de ces remarques-là que la Russie s'est décidée... Et qui a justement été l'une des priorités de la Russie dans cette guerre. Exactement, s'est décidée à entrer en guerre. Au-delà même du fait que l'OTAN ne fait qu'entrer dans sa zone d'influence. Parallélisme de forme, les États-Unis en ont fait pareil. Je crois que lorsque la Russie avait installé un certain nombre de missiles balistiques à Cuba, on a vu l'armée américaine envahir l'île de Cuba. Nous sommes là en 1962, la crise des missiles de 1962 avec Cuba. Il s'en est suivi de longues négociations qui ont duré 14 jours, à la suite de quoi l'URSS a retiré ses missiles balistiques et les Américains ont quitté justement l'espace côtier de l'île de Cuba. Et donc aujourd'hui, la Russie est en train de leur imposer cette même réalité que ceux-ci refusent de comprendre, mais à travers des concepts foireux, pompeux, tels que ceux dont je venais de citer, le droit international, les droits de l'homme,
l'ordre mondial, la communauté internationale, on ne veut pas écouter simplement parce qu'il y a une logique hégémonique, une logique suprémaciste d'un bloc sur le reste du monde. Et à partir de cet instant, je questionne justement ces différents slogans pour amener la conscience collective internationale et la conscience africaine à comprendre au-delà du jeu, mais les enjeux qui en découlent derrière tout ça. Et la Russie, qu'il faut le dire, est montée en puissance, notamment sur le plan militaire, malgré la dislocation. Maintenant, si les Américains ont réussi donc à disloquer la grande URSS, comment peut-on dire aujourd'hui que l'URSS a gagné la Seconde Guerre mondiale? Quels sont les éléments qui nous permettent de le dire? Il faut dire aujourd'hui que déjà l'URSS a gagné cette guerre par le prix du sacrifice humain. C'est 27 millions de Russes qui sont morts lors de la Seconde Guerre mondiale. 27 millions 27 millions de Russes qui sont morts. Même si aujourd'hui les chiffres occidentaux veulent masquer cette réalité, mais vous allez fouiller les documents sur eux, ils vont vous donner ça. C'est plus de 25 millions de Russes, on parle de 27 millions, qui ont laissé leur vie pendant cette guerre-là. Il faut également rappeler que si la Wehrmacht, si l'armée du Troisième Reich n'avait pas voulu envahir la ville de Stalingrad, qui était une ville qui était très aimée par le président Staline. Si l'armée, le Troisième Reich, c'est-à-dire l'armée allemande, n'avait pas voulu envahir cette ville-là, je peux vous rassurer que l'Europe n'aurait pas eu, ou alors le bloc occidental, ou alors la grande invasion qui a eu lieu sur les côtes européennes n'aurait pas réussi. Parce que rappelons que l'armée allemande a perdu plus de la moitié de ses effectifs dans cette conquête à l'Est contre l'Union des Républiques soviétiques et socialistes, qui a diminué justement la qualité de cette armée-là. Il faut rappeler que la première armée à arriver à Berlin, c'était la Russie. Ce sont les Russes qui sont les premiers à avoir atteint Berlin, qui ont permis, c'est-à-dire que c'est le travail qu'ils ont fait qui a permis justement à ce que non seulement l'invasion puisse se faire, malgré également son lot de morts, mais également ce sont les bombardements de l'armée rouge qui a permis à ce que les Alliés arrivent jusqu'à Berlin. Et à partir de cet instant, il faut reconnaître ce sacrifice, il faut reconnaître cette réalité-là, sinon on n'est pas en train de faire histoire. Donc la Russie, l'URSS, a payé un autre tribut dans cette Seconde Guerre mondiale. Notamment sur le plan humain. Justement, et même sur le plan militaire. Il faut rappeler également qu'à cette époque, c'était la plus grande armée à l'échelle internationale en termes d'effectifs. Et elles avaient également le plus grand service de renseignement à l'échelle internationale. On parle là du KGB qui avait en son sein un peu plus de pratiquement 750 000 agents. On parle même d'1 million d'agents repartis à travers le monde. C'est donc la qualité de ces renseignements, là, de ces informations qui a permis justement à ce que ces gens-là arrivent à neutraliser le Troisième Reich. Donc, c'est dit que l'URSS a payé non seulement l'autre tribut, mais a participé de façon conséquente à la victoire des Alliés sur le Troisième Reich durant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Venons-en en Afrique et ses conséquences de la guerre mondiale. La première question que je vais te poser est celle de savoir quel était le rôle véritable des Africains dans cette Deuxième Guerre mondiale et en quoi est-ce que ces slogans et ces concepts ont contribué à esclavagiser justement les Africains. Durant cette Seconde Guerre mondiale, l'Afrique a servi simplement de chair à canon. De chair à canon parce qu'il faut dire que le blanc, dans sa peur de la mort, n'arrivait pas véritablement à faire face aux canons et aux mitraillettes des divisions Panzer de l'armée allemande. Et donc, face à cette réalité-là, on venait donc prendre cette chair à canon en Afrique. Et il faut rappeler que les Africains eux-mêmes, quelque part aussi, allaient avec une certaine fierté de dire qu'on s'en va défendre le maître, même si ça peut choquer. C'est aussi ça la réalité. Et si vous allez lire l'histoire, si vous allez même du côté du Douala, du côté de Bonanjo, vous allez voir une stèle là-bas où c'est mentionné, c'est ici que commence la libération de la France. Bonanjo, un quartier de Douala au Cameroun, capitale politique. Il y a une stèle là-bas où c'est mentionné que c'est ici que commence la libération de la France. Pourquoi? Parce que lorsque De Gaulle se rend compte que la France est entre les mains des Allemands et que le maréchal Pétain décide justement de négocier avec eux, De Gaulle tout peureux, parce qu'il faut restaurer l'histoire, De Gaulle était un officier de l'armée française très peureux. D'ailleurs, il faut dire que ce sont ses relations avec l'état-major français qui lui permet justement de porter ses grades de général. Sinon, il était un colonel. Et donc aujourd'hui, lorsque la guerre déclenche et qu'il fuit, parce qu'il fuit la guerre,
Il fuit la guerre pour se réfugier à Londres. Et lorsqu'il lance son discours à la résistance et tout ce qui va avec, il consulte justement un certain nombre d'officiers français repartis à travers les anciennes colonies françaises, parmi lesquels le colonel Leclerc. Et qu'est-ce que Leclerc fait? Leclerc était en service au Cameroun. Qu'est-ce que Leclerc fait? Il mobilise donc ce qu'ils ont appelé les tirailleurs sénégalais, mais qui en réalité, derrière le mot sénégalais, veut dire les tirailleurs africains. Il mobilise donc cette chair à canon africaine pour aller justement mener les batailles que la France avait déjà perdues. Et donc c'est comme ça que les Camerounais se sont mobilisés, les chefs traditionnels camerounais se sont mobilisés pour justement donner la main d'œuvre nécessaire à Leclerc pour justement mener à bien cette campagne avec d'autres contingents venus de partout. Ils ont accosté au Sénégal, c'est du Sénégal qu'ils ont été transportés pour la France où ils ont libéré Paris, ils ont libéré l'Alsace-Lorraine et au moment de défiler sur Paris, qu'est-ce qu'on a fait? On les a fait rentrer dans les métros qui sont souterrains et enfin, on a fait défiler les troupes américaines et les troupes britanniques dans Paris pour dire que ce sont des Blancs qui ont libéré la France, mais c'est faux. J'allais justement poser la question de savoir s'il y a une reconnaissance de ce bloc qui se réclame de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Quant au sacrifice des Africains. Il n'y a jamais eu de reconnaissance. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, simplement également parce que ce n'est pas eux. Vous savez, tant que les discours de chasse seront racontés par les chasseurs, les lions n'auront pas le pas de vérité à dire dedans. Je crois que c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas encore écrit cette histoire. C'est à nous d'écrire cette histoire, la vraie histoire. Et aujourd'hui, il y a des vestiges qui démontrent encore de cette réalité. Voilà. Il y a des témoins encore vivants de cette réalité-là. Nous devons aller vers eux pour qu'ils nous restituent la véritable histoire. À partir de cet instant, voilà donc comment nos grands-parents arrivent à libérer la France. Et par la suite, la récompense qu'ils ont reçue, c'est le massacre de Tcharoy du 1er décembre 1944. Qu'est-ce qui se passe le 1er décembre 1944? C'est que nos parents et nos grands-parents qui sont allés libérer la France, qui sont morts pour la France, décident de revendiquer leur paix parce qu'il y a eu des promesses qui leur avaient été faites, parmi lesquelles la nationalité française et un certain nombre de montants qui leur seraient versés. Le 1er décembre 1944, eh bien, nos grands-parents se lèvent et revendiquent donc les promesses qui leur avaient été faites. Chose que le blanc, le français, n'a pas accepté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont rassemblés dans un camp et les ont mitraillés vivants. Vous pouvez encore aller questionner l'histoire, aller sur Google, taper 1er décembre 1944. Ça s'appelle le massacre de Tcharoy. Ils ont massacré nos grands-parents qui sont allés combattre pour libérer la France. Voilà la récompense que nous avons reçue de cette France-là. Et donc aujourd'hui, pour revenir justement avec l'impact des concepts que j'ai développés dans la réalité africaine, c'est qu'aujourd'hui, à travers ces concepts... Près de 80 ans après. Exactement. On nous vend le rêve. On nous parle de droits de l'homme. On nous parle de droit international. On nous parle de démocratie. Allons-y au cas par cas. Quand vous prenez par exemple la question des droits de l'homme, la question du droit international humanitaire, la question du droit international, quand vous observez par exemple ce qui se passe aujourd'hui avec le conflit qui oppose Israël avec la Palestine dans la ville de Gaza, dans la localité de Gaza, est-ce que vous avez l'impression que les mêmes gens qui nous parlent des droits de l'homme sont respecte ça, pas du tout. Merci. Et donc, comment comprendre que des gens nous vendent un concept auquel eux-mêmes ils n'y croient pas? Regardez ce qui se passe avec la Palestine. Regardez comment on entretient un génocide d'un peuple au vu au-dessus de tout ce qu'ils appellent la communauté internationale. On y reviendra, que cela n'émeut personne. Mais vous verrez que si cela avait été fait par un État africain, immédiatement nous aurait sorti la carte des droits de l'homme et du droit international. Rappelons également que les droits de l'homme magnifient une volonté d'ingérence des superpuissances dans les affaires internes des autres États. Cela a été codifié par le Conseil de sécurité des Nations Unies et ça s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dans l'un de ses articles précise très clairement que s'il est incapable, si un État est incapable d'assurer la sécurité de ses citoyens, il est possible de se substituer à cet État pour assurer cette dite sécurité. Ça veut dire que si eux de leur côté, ils se rendent compte que votre peuple est en manque de sécurité à cause de vous, ils peuvent se substituer à vous l'État qui entre guillemets est souverain, mais ils peuvent se substituer à vous l'État pour assurer la sécurité de vos citoyens. C'est quand même incroyable parce qu'il faut dire qu'il n'y a aucun pays dans le Conseil de sécurité de l'ONU justement. Et ça fait justement que si un pays est en train à des troubles,
Ils font des réunions là-bas. Exactement. Et ils se donnent le droit sans que vous ne soyez au courant. Et ils se donnent le droit d'intervenir chez vous. C'est très malicieux. C'est très malicieux. C'est ce que je vous ai dit. C'est le piège derrière ça. Même vous parlez de droits de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et vous allez voir. C'est sous ce prisme-là qui sont intervenus en Libye. Rappelons que l'intervention en Libye prévoyait une zone d'exclusion aérienne sur Benghazi. Exactement. C'est-à-dire qu'il était question de protéger les populations de Benghazi parce que c'était le fief de cette révolution qui avait été entretenue par les services secrets français et américains. Et donc aujourd'hui, la zone d'exclusion aérienne, parce que ça c'était ça le mandat onusien, s'est transformée en assassinat d'un président d'un pays souverain, à savoir le guide bien Muammar Kadhafi. Vous allez voir que c'est sous ce prisme également qu'ils ont intervenu en Syrie. En Syrie, vous verrez que en Syrie, ils sont allés même plus loin. Ils ont commencé à traiter des rebelles modérés, c'est-à-dire que le mal est devenu le mal modéré, c'est-à-dire que parce que le mal sert leur cause, ça devient un mal modéré. Mais simplement pourquoi? Parce que ce mal sert leur cause. On a entretenu des rebelles, on les a financés, on les a fournis en armes, et on les appelle rebelles modérés parce que soi-disant ils combattent une dictature. C'est-à-dire que c'est eux qui définissent ce qu'ils mettent dans des mots. C'est quoi la dictature? C'est quoi la démocratie? Ils ne peuvent pas vous dire. Voilà. Mais à partir du moment où vous ne vous rangez pas dans leur vision du monde, et bien ils vous donnent le qualificatif. Et nul n'était l'intervention de la Russie, justement, c'est que la Syrie serait aujourd'hui tombée. Exactement. Vous allez voir que c'est la même chose. Vous avez parlé encore du cas Laurent Gbagbo. Voilà donc ça, les droits de l'homme. Est-ce que c'est donc quelque chose qui sied aux États africains? Je ne vous parlerai même pas du droit international parce que là encore c'est une autre bévue. C'est-à-dire que sous le prisme du droit international, des gens justifient tout. On a vu les États-Unis sous le prisme de ce qu'ils ont appelé les guerres préventives. Comme quoi ils sont dans le droit international, mener une guerre contre un pays qui ne l'avait rien fait. Les États-Unis, on a vu tout un général d'armée, entre guillemets, qu'on pouvait qualifier de respectable à la personne du général Colin Powell, secrétaire d'État, aller à la tribune, aller au Conseil de sécurité, secouer une fuelle disant que Saddam Hussein détenait les armes de destruction massive. Jusqu'à l'heure où je vous parle, le représentant justement des Nations Unies, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, mandaté par les Nations Unies pour aller mener des enquêtes du côté de l'Irak pour savoir si véritablement Saddam Hussein avait les armes. On n'a jamais atomiques. Justement trouvé. Il s'appelle Hans Blix. Il a dit il n'y a jamais eu d'armes atomiques ou d'armes chimiques en Irak. Et donc, qui paye la facture? Qui paye la facture? C'est une très bonne question. Vous avez vu, aujourd'hui, on a compris qu'en réalité, derrière l'invasion de l'Irak, il y avait la volonté de contrôler le pétrole de ce pays-là. Il faut le rappeler, derrière tous les conflits à l'échelle internationale, il y a une volonté de contrôle d'une richesse qui s'y trouve. Ça, il faut que les Africains le comprennent. Et donc, on invente ce genre de slogan pour nous berner, mais la réalité, ou alors les profondeurs, les dessous de cadre, sont tout autre chose. Si vous prenez même un autre cas, on nous parle de la démocratie. Et justement, avant qu'on entre dans la démocratie, quand on parlait de droits de l'homme, les droits de l'homme existent depuis belle lurette en Afrique. Quand vous prenez par exemple la charte du Mandé, et le premier article qui parle de la sacralité de la vie. Merci. De quel droit de l'homme s'agit-il? Merci. C'est même ça où je dis on doit réécrire notre histoire. On doit aller aux sources de l'histoire africaine. Parce qu'en réalité, ces gens n'ont pas à nous enseigner l'histoire. Ils n'ont même pas à nous enseigner les droits de l'homme. Rappelons que les pires crimes de l'histoire du monde ont été commis par eux. C'est-à-dire que quand vous questionnez les crimes à l'échelle internationale, c'est ceux-là aujourd'hui qui nous parlent de droits de l'homme qui les ont commis. Je ne parlerai pas que ce soit la Première, la Seconde Guerre mondiale. Allez voir tous les grands massacres de l'histoire du monde. Ils ont massacré les Amérindiens sur le continent américain. Avec les conquistadors. Ils ont massacré. C'est-à-dire qu'allez lire l'histoire des massacres et tout ce qu'il y a de crimes à l'échelle internationale. Vous verrez que ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui nous disent, qui nous parlaient des droits de l'homme. Alors, comment venir parler des droits de l'homme à un peuple qui a inventé les droits de l'homme? Parce que nous les avons inventés, nous les avons théorisés, et nous les avons pratiqués. Vous faites bien de rappeler. Rappelons que la première charte de droits de l'homme, ce que les Français, ou alors ce que Jean-Jacques Rousseau a appelé le contrat social, la première charte de droits de l'homme a été inventée, pensée en Afrique. Et vous avez si bien fait de rappeler, ça s'appelle la charte du Kouroukan Fouga, ou encore la charte du Mandé, de l'Appui du Mali, qui date de 1236. Exactement. Mais comment donc venir enseigner? Car le Mali était la première puissance mondiale et beaucoup ne savent pas. Exactement, avec l'empereur
Mansa Aboubakri II, le frère de l'empereur Mansa Moussa. Mansa Moussa, qu'il faut le rappeler, l'homme le plus riche de l'histoire du monde. Et Mansa Aboubakri II est celui-là qui est allé à la découverte des États-Unis. Il a fait 200 ans, 2 siècles avant qu'on ne parle de Christophe Colomb. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Donc, il y a une réalité, il y a une histoire profonde de l'Afrique qu'il faut enseigner, qu'il faut s'approprier, qu'il faut restituer pour que véritablement nous sortions de ces mensonges-là. Et donc, à partir de là, j'ai jugé important de rédiger cet article sur l'Afrique, sur la dictature des concepts et des slogans internationaux à des fins esclavagistes, dans lequel je développe ce dont nous sommes en train de parler, les droits internationaux, et bien sûr la démocratie. Parce que la démocratie, c'est très Justement, on en vient. Avant ça, un autre slogan, la communauté internationale. Oui. Quand les pays occidentaux se réunissent, on parle de communauté internationale. Mais quand les chefs d'État africains se réunissent, on parle d'une réunion des chefs d'État africains. Un autre slogan? C'est un slogan toujours à des fins esclavagistes. Je rappelle à la conscience collective africaine que selon les Nations Unies, quand on parle de souverain, c'est-à-dire un État qui jouit justement de toute sa... Pardonnez-moi, qui jouit de toute sa plénitude en termes d'entité culturelle, en termes d'entité militaire, en termes d'entité politique. Et donc aujourd'hui, à l'échelle internationale, selon les Nations Unies, vous avez 195 États qui sont souverains. Parce que ce sont les États membres des Nations Unies. 195 États. Sauf que dans les 195 États qui sont, entre guillemets, souverains, vous n'avez rien que 5 qui siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et rappelons que c'est l'instance suprême décisionnelle des Nations Unies, c'est-à-dire que c'est eux qui décident pour toute la planète Terre. Et rappelons que ces 5 États qui décident pour toute la planète Terre ne sont que 5 États souverains sur les 195 États que comptent les Nations Unies. À partir de cet instant, si on s'en tient même au fait que sur les 5 États que contre le Conseil de sécurité des Nations Unies, vous avez 4 États qui sont les plus grands exportateurs d'armes à l'échelle internationale. Voilà, par exemple. Alors, comment expliquer que les mêmes aujourd'hui à qui on a confié la garantie de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale, parce que c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est garant de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale. De tous les pays membres. Alors, comment comprendre que les 4 États qui sont les plus grands, voire même les 5, qui sont les plus grands exportateurs d'armes à l'échelle internationale peuvent être garants de notre paix et de notre sécurité, puisqu'ils en sont partie, puisque l'insécurité que l'on vit à l'échelle internationale, ils en font grandement partie. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de ces armes-là justement pour la sécurité des autres membres? Non, il faut dire très clairement que la plupart de ces économies fonctionnent autour de l'économie de la guerre. Je vous ai parlé tout à l'heure du cas des États-Unis, c'est valable pour l'Angleterre, puisque la plupart de ces pays sont des grands marchands d'armes. Mais monsieur Nyamsi Yomba, la France, l'Allemagne. Exactement, monsieur Nyamsi Yomba, croire que les industries de l'armement luttent pour la paix, c'est croire que pardon, je disais tantôt que je crois que les industries pharmaceutiques luttent contre les maladies. C'est comme croire que les industries d'armement luttent pour la paix. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez véritablement que les industries d'armement à l'échelle internationale luttent pour la paix? Voilà. Ils sont là pour faire le chiffre. Ils sont là pour faire du bénéfice. Donc quand on construit une arme, c'est pour la vendre, c'est pour la commercialiser. Vous n'allez pas me dire que lorsqu'on s'achète une arme, c'est pour m'amuser. Non, c'est pour faire la guerre. Et donc vous comprenez très clairement que ce sont des pays qui ont axé leur économie sur les conflits à l'échelle internationale. Mais malheureusement, c'est à ces pays-là qu'on a confié ou alors qu'on a mis sur pied un système juridique, un système institutionnel, un système mondial qui est savamment pensé pour justement légitimer les actions de ces pays-là à l'échelle internationale. À partir de cet instant, il faut qu'on se pose les bonnes questions. C'est quoi donc la communauté internationale? Puisque lorsque ces 5 États se réunissent et prennent une décision, on appelle ça les résolutions du Conseil de sécurité. Et ce sont des résolutions qui s'imposent à tout le monde. À partir de cet instant, on viole même le principe de la souveraineté des États, puisqu'un État souverain est censé quand même avoir son domaine de compétence, à faire en sorte qu'un autre État ne s'ingère pas dans les affaires internes des États. C'est ça qu'on appelle la souveraineté. Exactement, je crois que ça fait partie même des chartes des Nations Unies, la non-ingérence dans les affaires internes des États. Et donc, comment faire qu'on consacre la non-ingérence dans les affaires internes des États, mais on consacre un pouvoir à un groupuscule d'États qui peuvent prendre des résolutions qui s'imposent aux autres États. Il y a problème à partir de cet instant-là. Et donc, vous comprenez très clairement que derrière le principe ou le mot, la communauté internationale se cache
simplement un système juridique savamment pensé qui permet à 3 ou 4 États de décider sur les autres États. Comment en ce contexte on peut parler justement de communauté internationale? Puisque si la communauté internationale doit être les 195 États membres, puisque quand il y a Assemblée Générale des Nations Unies, il y a 195 États membres qui siègent. Comment se fait-il que lorsqu'il y a Assemblée Générale, on dit que les 195 États membres siègent, mais les recommandations qui sont là-bas ne s'imposent à personne? Bah, puisque c'est toute la communauté internationale qui a... Oh, ils sont souverains. Oh, ils sont souverains. Même comme c'est sur les papiers. Exactement. Mais lorsque seul État s'assoit pour décider, là, on nous parle de résolutions qui s'imposent aux États. Comment l'Assemblée Générale, qui en réalité devait représenter la communauté internationale, siège, mais les décisions ne s'imposent pas aux États, mais seul État peuvent s'asseoir et siéger, et cela s'impose aux États. Vous comprenez qu'à partir de cette étape, il y a un ruse derrière le mot ou l'appellation communauté internationale. La communauté internationale n'est pas véritablement représentative de la réalité du monde à cet instant précis. Vous êtes sur Kemet Télévision, madame, monsieur, chers téléspectateurs, et vous regardez en ce moment votre programme Sagesse Kamit qui reçoit le frère Charlie Kenyé, qui est stratège analyste, et avec lui ce matin, nous abordons la thématique l'Afrique sous la dictature des concepts et slogans à des fins esclavagistes. Venons-en au concept la démocratie. Est-ce que c'est chaque peuple qui invente son modèle de démocratie en fonction justement de ses réalités? Exactement. Ou alors il y a une démocratie qui se veut être universelle, donc tous les pays doivent respecter? Bien. Déjà, pour commencer, il faut dire que la démocratie en elle-même, la démocratie, la vraie, la démocratie en elle-même, elle est essentiellement africaine. Si vous allez lire les travaux de recherche des gens comme le professeur Théophile Obenga, justement, tel que le professeur Kalala Omutunde, ou encore Cheikh Anta Diop, avant eux, ils ont clairement démontré les fondements africains de la démocratie. La démocratie en elle-même, elle est essentiellement africaine. Mais ici, la démocratie aujourd'hui qu'on impose de plus en plus aux États, particulièrement aux États africains, c'est la démocratie occidentale. Et c'est quoi la démocratie occidentale? La démocratie occidentale, c'est un système savamment pensé qui permet simplement le contrôle de la minorité face à la majorité. Je vais vous expliquer cela. Je prends le cas de mon pays, le Cameroun. En octobre 2018, il y a eu l'élection présidentielle au Cameroun. Selon la Banque mondiale, il y avait 25 millions de Camerounais. Ça, ce sont les statistiques de cette année. Selon la Banque mondiale, on était 25 millions de Camerounais. Sur les 25 millions de Camerounais, selon l'INS, l'Institut national de la statistique camerounaise, il y avait entre 13 et 14 millions de Camerounais potentiellement en âge de voter. C'est l'INS qui donne ces chiffres. 13 à 14 millions de Camerounais potentiellement en âge de voter. Sur les 13 à 14 millions de Camerounais potentiellement en âge de voter, il y avait exactement 6 400 000 Camerounais qui étaient inscrits sur les listes électorales. Selon ELECAM, l'organe en charge des élections. 6 400 000 Camerounais. Sauf que sur les 6 400 000 Camerounais qui étaient inscrits sur les listes électorales, il n'y avait que 4 millions qui avaient retiré leur carte d'électeur. Sur les 4 millions qui ont retiré leur carte d'électeur, il n'y avait que 3 millions qui sont allés au vote. Et sur les 3 millions qui sont allés au vote, il n'y a que 2 millions qui ont voté pour près d'1 million d'abstentions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, sur les 13 à 14 millions de Camerounais potentiellement en âge de voter, il n'y a eu que 2 millions de Camerounais qui ont finalement voté. Pourquoi? Parce que vous voyez que dans la démocratie occidentale, il y a tellement de critères exclusifs qui permet quoi? Qui permet à ce qu'à la fin, sur les 14 millions de Camerounais qui pouvaient voter, il n'y a que 2 millions qui ont voté. Ça permet quoi? Ça permet donc un système institutionnalisé, un système juridique qui facilite le contrôle de la minorité face à la majorité. C'est-à-dire que dans la démocratie, la minorité devient majorité face à la majorité qui, elle, devient minorité. Et vous savez très bien que dans le système mondial, ils ont mis sur pied des mécanismes qui permettent de contrôler les minorités. Quand vous voyez par exemple l'Organisation des Nations Unies, je vous ai démontré tout à l'heure que voilà l'organisation, voilà une instance avec les 5 pays de où vous avez une minorité qui arrive à contrôler la majorité. En principe, l'instance décisionnelle
de l'ONU devait être l'Assemblée générale qui rassemble tous les 195 membres. Mais sauf que ce n'est pas eux qui décident. Sont les seuls membres qui siègent au Conseil de sécurité qui décident pour les 195. C'est ça justement le système international. C'est-à-dire que c'est un système qui facilite ou qui permet justement à ce que les minorités arrivent à contrôler les majorités. C'est valable avec l'Union africaine. Est-ce que vous, quand vous observez l'Union africaine, elle est représentative des masses africaines? Non. Est-ce que quand vous observez l'Union européenne, elle est représentative des masses européennes? Non. C'est ça donc le système international. C'est-à-dire que c'est un système qui permet à ce que les minorités, qui crée un modèle dans lequel les minorités deviennent majoritaires sur les majorités qui deviennent eux minoritaires. Et c'est ce qu'on a implémenté en Afrique. Et on a dévoyé la démocratie africaine. Parce que la démocratie africaine, c'est quoi? C'est une démocratie essentiellement inclusive. C'est ce qu'on appelle en Afrique l'arbre à palabre. On fait avec tout le monde. Mais sauf que la démocratie occidentale, c'est une démocratie exclusive. Vous avez vu tout à l'heure dans mon cheminement effectivement que vous voyez sur 14 millions de Camerounais qui pouvaient voter, on en arrive à 2 millions. Pourquoi? Parce qu'on a mis sur pied un système exclusif qui fait que retirer, c'est-à-dire qui détache les masses de la réalité pour qu'on en arrive à une minorité comme contrôle qui peut arriver à porter au pouvoir un candidat qui va venir représenter la majorité. C'est donc ça la démocratie occidentale qui, à mon humble avis, est une escroquerie internationale que nous devons dénoncer. Et c'est justement pourquoi ça ne cadre pas avec le contexte socio-politique et même économique, cette démocratie-là, notamment en Afrique. C'est la raison pour laquelle est-ce que nous voyons comment les pays africains, notamment dans les processus électoraux, ça ne cadre véritablement pas avec la démocratie, la vraie qui est africaine, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et les autres ont mentionné dans leurs ouvrages. Exactement. Il faut dire très clairement, et là je cite encore les Nations Unies, en Afrique, les conflits post-électoraux tuent plus que le terrorisme. C'est-à-dire qu'en Afrique aujourd'hui, les questions de démocratie et d'élection tuent plus que le terrorisme. À partir de cet instant, la question logique qu'on devrait se poser, est-ce que ce modèle de gouvernance sied à nos réalités? Très bien. Est-ce que ce modèle de gouvernance sied à nos réalités historiques, à nos réalités sociologiques, à nos réalités culturelles, à nos réalités cosmogoniques, à nos et réalités même anthropologiques? Est-ce que cette réalité sied? Non. Et quand vous allez même plus loin, vous comprenez très clairement que aujourd'hui, des gens ont tout fait pour vendre ce concept à l'Afrique sans assurer les services après-vente. Pourquoi? Parce que derrière cette réalité, il y a la volonté non seulement de contrôle de nos matières premières, mais il y a également la réalité de maintenir l'Afrique dans cet état de sous-développement avancé. Parce qu'il faut le dire très clairement, à partir du moment où l'Afrique commence à transformer sur place ce que les autres viennent prendre, les autres de leur côté, leur économie va en chute libre. Et donc aujourd'hui, il faut donc comprendre derrière tous ces concepts-là une profonde réalité économique. La réalité économique, c'est laquelle? C'est qu'il faut maintenir l'Afrique dans cet état de sous-développement parce qu'aujourd'hui, à travers ces concepts et donc la mondialisation, parce qu'on nous parle beaucoup de la mondialisation comme étant le monde est un village planétaire. Il faut citer. En réalité, la mondialisation, c'est un système qui permet simplement à faire de l'Afrique le creuset de matières premières pour alimenter l'industrie occidentale et promouvoir le développement économique de ces pays-là et faciliter l'hégémonie de ces pays-là sur l'Afrique et sur le reste du monde. Donc, si on ne réfléchit pas profondément sur ces concepts qui aujourd'hui, depuis plus d'un demi-siècle, depuis pratiquement un siècle, plombent l'Afrique, eh bien on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, frère, est-ce que nos élites ne sont pas complices ou alors est-ce qu'elles ont peur, n'est-ce pas, d'être massacrées comme ça a été le cas avec des gens comme les Lumumba, avec les gens comme les Thomas Sankara, qui réclamaient une démocratie véritable et à l'africaine? Est-ce que ces élites-là que nous avons aujourd'hui, qui ne lèvent pas le petit doigt pour se plaindre de ce que la démocratie dite universelle ne cadre pas avec les contextes sociopolitiques, anthropologiques africains, comme tu viens de citer il y a cette réalité-là. Il faut rappeler que de 1962 à aujourd'hui, vous avez 23, 24 chefs d'État qui ont été assassinés par la France. C'est pas moins. C'est important. Il faut bien comprendre ces réalités-là. Puisque pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Sauf que pour nous, c'est une question existentielle. Et donc, à chaque fois que nous levons ou alors que nous essayons de comprendre le problème, eh bien, ils sont prêts à tout, voire même l'assassinat.
ciblées contre justement les leaders qui veulent porter le mouvement. Et donc, ça peut expliquer également cela. Mais ça pourrait s'expliquer dans les années antérieures. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du verseau. Rien ne se cache, tout se sait. Et aujourd'hui, c'est également pourquoi? Parce que dans cette démocratisation européenne de l'Afrique, on a toujours voulu porter au pouvoir des personnes qui ne sont pas représentatives des masses. Parce que vous allez voir qu'à partir du moment où le système vous contrôle, vous ne pouvez pas asseoir votre légitimité sur le peuple. Généralement, vous assurez ou alors vous asseyez votre légitimité sur une certaine crédibilité internationale. Regardez bien la plupart des chefs d'État qui aujourd'hui encore sont dans ce reflet ou encore dans cette nostalgie de la France-Afrique et de ces relations privilégiées que l'Afrique pourra entretenir avec la France. Puisque du moment où l'ordre occidental légitime votre pouvoir, rien ne peut plus vous arriver. Ça, c'est selon leur perception. Effectivement. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous observez cela, vous avez des chefs d'État aujourd'hui qui n'arrivent pas à comprendre que les données ont changé. La jeunesse africaine a compris. Et le monde a évolué. Le monde des années 1945-1948, lorsqu'on créait les Nations Unies, n'est pas le même monde d'aujourd'hui. À l'époque, c'était la France, les États-Unis, l'Angleterre qui étaient les plus forts. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez des nations qui ont émergé. Vous avez le Nigeria aujourd'hui qui est devenu une puissance. Vous avez l'Afrique du Sud qui est une puissance. L'Égypte. Vous avez l'Égypte qui sont des puissances. Vous avez l'Iran aujourd'hui qui est devenu une puissance, mais qui à l'époque n'était pas une puissance. Sur l'époque du Shah, vous avez les pays comme la Corée du Nord qui sont devenus des puissances. Vous avez la Chine aujourd'hui qui est la première économie du monde. Vous avez la Russie également qui est devenue une super puissance. Donc, les réalités de ce temps-là ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et à partir de cet instant, on ne peut plus donc cautionner les erreurs du passé en cet temps présent. Aujourd'hui dit qu'il pourrait craindre justement d'être assassiné. C'est faux. C'est faux seulement parce que ils doivent comprendre aujourd'hui qu'ils devraient déposer leur pouvoir sur les peuples. Vous allez voir que les chefs d'État qui sont contrôlés par le système n'ont pas cette réflexion, cette façon d'agir. On les connaît, je peux les citer, les Alassane Dramane Ouattara, les Macky Sall, les Patrice Talon que nous observons en Afrique de l'Ouest. Quand on voit cette envie de paternité, cette volonté de rester dans ce paternalisme français, on comprend très bien pour eux qui sont leurs parents. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, la montée en puissance des mouvements nationalistes et panafricanistes ont vu l'arrivée, l'émergence d'une autre caste de leaders qui n'appartiennent pas au système et qui font la fierté des États africains. Vous allez voir aujourd'hui en Afrique de l'Ouest des chefs d'État comme les Assimi Goïta au Mali, les Ibrahim Traoré au Burkina Faso, les Abdourahmane Tchani au Niger, qui aujourd'hui font la fierté de l'Afrique. Parce que non seulement ils ne sont pas des produits du système, c'est-à-dire que le système n'a aucun moyen de contrôle sur eux, mais ils ont décidé d'asseoir leur pouvoir sur les volontés, les désidératas de leur peuple, plutôt qu'une quelconque crédibilité de ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et on peut dire aujourd'hui que ça marche. International, et ça marche. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vers ce genre de dynamique que nous devons travailler. Bien sûr, également dans un cadre collégial, d'où la venue de l'AES. Ce sont des organisations comme ça qu'il faut consolider parce que c'est par là également que... Justement, j'allais poser la question, celle de savoir comment se constituer un système, parce qu'on a en face un système. Et c'est l'erreur justement que les Lumumba, les Thomas Sankara ont commis, c'est-à-dire de taper la main sur la poitrine en allant seul. Aujourd'hui, plus ou moins, nous avons compris. Alors, comment se constituer un système pour être capable de faire face au système que nous avons en face? Déjà, il faut déjà être fort sur soi. C'est-à-dire que vous allez voir qu'aujourd'hui, la plupart des États de l'AES sont déjà en train de faire un travail magnifique en interne, dans le cadre déjà de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de la restructuration des armées, du renforcement de leurs capacités militaires. C'est important parce que pour parler à l'échelle internationale, il faut être fort militairement. Dans les relations internationales, c'est une question de rapport de force. Il n'y a pas la diplomatie. On ne compose pas avec les faibles. On ne fait pas avec les faibles. C'est le rapport de force qui compte. Et donc, il faut déjà, sur le plan personnel, être fort. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir qu'aujourd'hui, le département d'État américain craigne le surarmement du Mali. Le Mali, aujourd'hui, est en train de devenir la première puissance militaire en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être fort de façon individuelle. Et enfin, il faut se mettre ensemble. Et quand vous vous mettez ensemble, après être fort de façon personnelle, lorsque vous vous mettez ensemble, vous devez consolider ce partenariat. Comment? En tissant des partenariats avec d'autres beaucoup plus forts que vous. Et donc, vous avez la certitude, justement, dans la sincérité de leur coopération avec vous. Nos partenaires traditionnels, jusqu'à aujourd'hui, ne nous ont jamais donné satisfaction. Que ce soit le bloc
occidental, à savoir l'Union européenne ou même les États-Unis. À chaque fois, ils nous ont dupés, à chaque fois, on a été floués. Et on s'est même rendu compte que c'est même eux qui entretenaient un certain nombre de conflits et de situations d'insécurité sur le continent africain. Et donc, aujourd'hui, nous avons un partenaire qui a pratiquement la même idéologie et la même vision du monde que les États africains. Je parle ici de la Fédération de Russie, qui pense que le monde doit être multipolaire. Est-ce qu'il n'y a pas un piège derrière, frère? Est-ce que la Russie ne vient pas avec des yeux doux, mais avec l'arme derrière? Dans les relations internationales, il n'y a pas de philanthropie. Il n'y a pas de philanthropie. Je rappelle toujours qu'il y a de cela 70 ans aujourd'hui, la Chine n'était pas différente d'un certain nombre de pays africains. Justement. Et la Chine, contrairement à ce qu'on dit dans les livres, que la Chine s'est fermée sur elle-même, c'est faux. La Chine, en se fermant sur elle-même, a bénéficié de l'appui de l'URSS. C'est l'Union des républiques soviétiques et socialistes qui ont permis justement à la Chine de devenir le géant mondial qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que même si nous devons travailler en interne, nous ne devons pas rejeter la main tendue d'un partenaire qui a une idée claire ou alors qui partage la même philosophie et la même idéologie que nous. Donc l'URSS a contribué à l'expansion de la Chine d'aujourd'hui. Exactement, pas seulement de la Chine. Je tiens à rappeler que même dans les guerres de libération que les États africains ont menées, l'URSS a participé. Je tiens à rappeler que l'URSS était aux côtés des combattants sur le sol africain tels que les Philippe Nangambwa au Zimbabwe ou encore les Samora Machel en Mozambique. Les agents de l'Union des républiques soviétiques et socialistes ont combattu. Justement, il y a une photo qui a circulé sur Internet. À un moment, on voyait le président Poutine en compagnie, n'est-ce pas? Exactement, de Philippe Nangambwa du Zimbabwe et de Samora Machel du Mozambique. L'URSS a été aux côtés des États africains, que ce soit Lumumba ou même encore les Ruben Umnyombe ici au Cameroun. Je tiens à rappeler qu'on les traitait de communistes. Pourquoi est-ce qu'on les traitait de communistes? Parce qu'effectivement, ils bénéficiaient du soutien de l'URSS. Donc, pour dire que c'est un État, quand même, dans l'histoire, nous a quand même toujours porté satisfaction. Mais nous sommes dans les relations internationales. Et même de Cuba avec les Che Guevara et autres. Mais nous sommes dans les relations internationales. Il n'y a pas de philanthropie. Si la Russie également arrive en Afrique, c'est pas aussi parce qu'elle aime l'Afrique. C'est également parce que la Russie sait très clairement que dans cette volonté de multipolarisation du monde, elle a besoin de faire avec l'Afrique. Pourquoi? Parce que si elle laisse l'Afrique entre les mains de ceux-là justement qui veulent la dépecer, qui veulent la démembrer, je parle ici du bloc occidental, ils vont se servir des matières premières qui sont présentes en Afrique pour détruire la Russie. Exactement. Donc il en va de son intérêt de permettre à ce que les États africains demeurent, ou alors restent des États forts, souverains et libres, pour qu'elle-même elle arrive à se maintenir ou alors à résister face justement au bloc avec lequel elle est opposée. Donc c'est une question de jeu d'intérêt, de jeu d'alliance. C'est à nous les Africains de savoir tirer notre épingle du jeu, parce qu'il faut le dire très clairement, le monde évolue vers une certaine multipolarité. Et tous les États du monde aujourd'hui savent qu'ils doivent faire avec l'Afrique. Mais est-ce que nous les Africains nous sommes conscients de ça? De cette réalité-là? À partir de cet instant, nous devons travailler à justement, en prenant ci et là, à devenir fort, à devenir souverain, à devenir libre de nature, justement, à ce que nous-mêmes également, dans cette vision du monde multipolaire, que l'Afrique également soit une zone d'influence, soit un bloc d'influence avec lequel tout le monde devra compter et qui se fera respecter. D'accord, nous allons dire quelques mots sur la monnaie. Parce qu'en tant que stratège et analyste des politiques publiques des pays africains, tu t'y connais un peu. Nous savons que la souveraineté d'un pays, c'est trois choses. Premièrement, la monnaie. Deuxièmement, l'armée, pour ne pas dire le militaire. Et troisièmement, la constitution. Parce qu'un pays qui est souverain sur le plan de la monnaie peut décider d'acheter autant d'armes qu'il a besoin pour sa défense et être présent dans le Conseil des Nations et parler avec les forts. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les 14 ou les 15 pays africains utilisateurs du franc CFA ne donnent pas l'impression de vouloir avoir leur propre monnaie. Puisque dans les conseils d'administration de cette monnaie-là, qui est le franc CFA, justement, de cette banque centrale, on retrouve les Français, parce que le franc CFA que nous utilisons, justement, appartient à la France. Donc, ils ont un droit de veto, ils ont un droit de décision. C'est pourquoi nous voyons donc des Français, n'est-ce pas, qui se retrouvent dans le conseil d'administration. Toi, en tant que stratège et analyste des politiques publiques en Afrique, quelle peut être ta perception, n'est-ce pas, sur ce volet-là? Déjà, il faut dire que le franc CFA, c'est une monnaie qui a été brevetée par la France. C'est-à-dire que lorsqu'on brevette
un outil, ça veut dire que ça nous appartient. Ça veut dire que la France, le franc CFA, c'est la propriété de la France. Ce n'est pas une monnaie africaine. Ça, c'est important de le dire. Il faut également rappeler que la plupart des chefs d'État qui ont voulu s'attaquer à la France, on a vu comment ils ont terminé. Il y a Djibo Bakary du mouvement Sawaba au Niger. On a vu comment il a eu tous les problèmes avec De Gaulle. D'ailleurs, il a été en exil. On a pris Amani Diori pour le remplacer. On a vu le cas avec Sékou Touré, où on a fait entrer de la fausse monnaie dans le pays pour plomber, pour tuer l'économie du pays. On a vu le cas avec Sylvanus Olympio du Togo. Il a déclaré vouloir battre monnaie. 2 jours plus tard, il a été abattu comme un animal. On a vu le cas également avec le président le maréchal Idriss Déby, qui était également l'un des plus grands pourfendeurs d'une monnaie africaine sur le continent. Et on a vu très clairement comment il a terminé. Et donc c'est un peu ça la réalité. Mais sauf qu'il faut comprendre que la monnaie, c'est très important pour un pays. Généralement, dans les zones d'Afrique francophone, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, on ne parle pas de croissance économique. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas ce levier de la souveraineté de nos pays qu'est la monnaie. Généralement, vous allez voir que dans nos zones économiques, on parle simplement de stabilité. C'est-à-dire qu'on lutte contre l'inflation, on lutte contre le fait que on ne vienne pas dévaluer notre monnaie. Voilà ce pourquoi on lutte. On ne lutte pas pour qu'il y ait croissance économique. Parce qu'en réalité, nous sommes des zones d'exclusion économique. Nous sommes des zones d'exclusion économique parce qu'en réalité, on ne fait pas l'économie. C'est-à-dire que faire l'économie, c'est-à-dire commercer avec d'autres États, avoir la liberté de déprécier sa monnaie ou bien d'apprécier sa monnaie. Exactement. Et on ne peut pas faire ça. C'est la France qui fait tout cela à notre place. Et même quand on vend, on ne paye pas chez nous. On paye à la France et il y a une partie, pratiquement la moitié, qui reste dans les comptes d'opération. Et il y a une autre moitié qui reste dans ce qu'ils ont appelé la convertibilité de notre monnaie. C'est-à-dire que le fait que la parité fixe, ça ne change jamais. Et il y a une petite partie qu'on nous envoie et qu'on nous demande avec ça de faire... 1 euro, c'est 655 francs CFA. Exactement, la parité fixe, on prend une autre moitié. Et après, une autre partie, on vous donne, on vous dit, bon, faites la bonne gouvernance avec, construisez les ponts, construisez les hôpitaux, faites ceci, faites cela, qui n'a pas de sens. Pour que les gens comprennent l'importance de la monnaie, je tiens à rappeler aux Africains que le budget, par exemple, d'un pays comme le Cameroun, c'est de 6 000 milliards, 6 500 milliards et poussière. Ça représente en termes d'euros pratiquement 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Ça, c'est le budget de l'État du Cameroun. 10 milliards d'euros. Je tiens à rappeler à ceux qui nous suivent que 10 milliards d'euros, c'est le budget de la mairie de Paris. C'est-à-dire que vous avez une mairie comme Paris qui n'a pas les problèmes que le Cameroun a, à savoir construire les autoroutes, construire les ponts, construire les hôpitaux, subventionner le social, mais qui a un budget d'une ville de France, à savoir la mairie de Paris. 10 milliards d'euros correspond au budget de la ville de Paris. Exactement. En France. En France. C'est le budget de l'État du Cameroun. Et c'est l'équivalent du budget de l'État d'un pays, du Cameroun. Et je vais m'en aller plus loin. Est-ce que vous savez que le budget d'un pays comme la République centrafricaine pour cette année, c'est 380 milliards 380 milliards. Et je rappelle que c'est un pays qui est en guerre, qui doit acheter les armes, qui doit payer les fonctionnaires, qui doit subventionner le social. C'est pour vous dire qu'en réalité, on ne peut pas se développer avec une monnaie pareille. On ne peut pas se développer. On ne peut pas se développer. Ça n'atteint même pas la fortune du dernier oligarque. Merci. C'est pour dire qu'en réalité, c'est un problème profond qui oblige une réflexion profonde. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez compris les États de l'AES qui sont en train de se constituer. Ils se sont donnés pour objectif de battre monnaie. Et d'ailleurs, ils travaillent dessus. Il y a eu même des informations qui ont fusé. C'est là qui démontre à ce fait que c'est un processus pratiquement presque achevé et qui, à terme ou alors dans les mois à venir, va être exposé à l'ensemble de la communauté africaine et internationale pour présenter leur monnaie qui, de loin, sera meilleur que le franc CFA que nous utilisons aujourd'hui. Et je pense qu'en soi, les Africains même l'ont compris. Quand vous prenez par exemple les deux banques centrales qui gèrent le franc CFA, que ce soit la BCEAO en Afrique de l'Ouest ou la BEAC en Afrique centrale, vous avez deux Français qui ont un droit de veto qui siègent au conseil d'administration. À partir de cet instant, vous comprenez que vous n'êtes pas souverain. C'est-à-dire que le président du Cameroun peut décider de prendre une mesure forte pour sa monnaie, mais que les deux Français qui mettent le droit de veto, il faut le dire, ne sont même pas des autorités françaises, c'est-à-dire des guidants comme ça, qui peuvent contredire les volontés ou alors le décret d'un chef d'État, parce qu'il parle de sa monnaie. À partir de cet instant, le principe même de souveraineté prend un sens. Justement. Donc, les États ont compris et ils sont en train de travailler dans ce sens. Pour le cas, par exemple, de l'Afrique centrale, ce que je sais,
c'est que depuis pratiquement une vingtaine d'années, le Cameroun, par le président de la République, son Excellence Pobla, est en train de conduire un projet de fusion des deux sous-régions économiques, à savoir la CEMAC et la CEAC. Parce qu'il faut rappeler que la CEMAC, c'est 6 États membres avec en commun une même monnaie, le franc CFA. Mais la CEAC, c'est 11 États, parmi lesquels des États comme le Burundi, qui battent monnaie, le Rwanda également. Ce sont des États qui battent monnaie, qui ont leur banque centrale. Donc, depuis pratiquement plus d'une quinzaine d'années, il y a un projet de fusion entre Je pense quand même que la fusion devait se faire il y a un an. Je crois qu'ils sont encore en discussion, ils sont de pourparlers. On les accorde encore le bénéfice du doute. Donc, je crois qu'il y a ce projet de fusion de la CEMAC et de la CEAC qui est censé créer la CER, la communauté économique régionale. Et je peux vous rassurer que l'objectif en réalité derrière une pareille fusion, c'est justement la problématique de la monnaie. Parce que vous n'allez pas dire à des pays comme le Burundi, comme le Rwanda qui battent de monnaie, de venir d'adopter le franc CFA. Ils vous diront très clairement non. Donc si véritablement ils décident de se mettre ensemble, je crois que le premier débat qui sera mis sur la table, c'est la question de la monnaie. Et donc on a encore des lieux d'espoir dans ce sens. À défaut, je crois qu'on devrait travailler à ce qu'un gouvernement ou alors des gouvernements panafricanistes arrivent au pouvoir dans la plupart de ces États-là pour que ces questions-là puissent être portées en débat et que, un peu comme l'AES, que nous arrivions justement à la sortie de cette monnaie. À défaut que l'AES, une fois que cette organisation sera consolidée, que d'autres États justement du giron de la France-Afrique, de l'ancien giron de la France-Afrique, rejoignent cette alliance-là pour que justement... Et nous espérons que la transition ne sera pas douloureuse, parce que même la dévaluation de 1994, on n'a pas demandé l'avis des chefs d'État, pourtant utilisateurs de ce franc CFA-là. Et Baladi, le Premier ministre, l'avait même dit. Effectivement, il faut dire... Cette monnaie ne nous appartient pas. Elle a été créée en France, je crois, par le général de Gaulle, qui à l'époque a signé en tant que président de la transition, président du gouvernement de transition. Il était assisté par 2 Français, je crois le ministre des Finances et le ministre des colonies françaises. Voilà les 3 personnes qui ont signé la création du franc CFA. Ce n'est pas notre monnaie, elle a été brevetée par la France. Nous devons travailler à y sortir. Maintenant, il faut rappeler que les questions de monnaie, c'est d'abord des questions politiques. Et donc, c'est lorsque vous contrôlez le pouvoir politique que vous pouvez justement mettre sur la table ce genre de questions. Et comment faire justement pour en sortir au-delà de la volonté du président camerounais, son Excellence Paul Biya, parce que nous avons 2 pays qui ont appartenu justement à ce franc CFA, notamment le Maroc, qui est sorti, je pense, en 1948, et l'Algérie en 1953. Nous voyons la puissance économique que dégagent ces pays-là aujourd'hui. Je pense que vous vouliez parler de Madagascar. Oui, Madagascar. Il y a Madagascar qui était également dans la zone franc qui en est sorti. Il y a également la Mauritanie qui était dans la zone franc qui en sont sortis. Et aujourd'hui, ils ont pu battre monnaie. Ce sont des exemples, mais maintenant, il faut aussi dire que le plus important n'est pas simplement de battre monnaie. Le plus important, c'est de soutenir sa monnaie. Justement. Et pour soutenir sa monnaie, il faut avoir un bon tissu industriel, il faut avoir une certaine main d'œuvre de qualité pour soutenir le tissu industriel. Il faut avoir une forte productivité. Donc, c'est des éléments sur lesquels nous devons travailler, mais l'essentiel également, c'est de battre monnaie. Ce n'est pas toujours la qualité de la monnaie qui importe. Je me rappelle que l'une des monnaies les plus faibles à l'échelle internationale, c'est le roupie, la monnaie iranienne. Mais est-ce que ça empêche l'Iran d'être une superpuissance? Pas du tout. Donc, c'est important d'avoir sa monnaie, c'est important de détenir sa monnaie. Je pense que le président de la République, son Excellence Pobla, a ouvert une voie à travers ce projet de fusion. Mais il faut aussi lui dire qu'il est tout aussi combattu, parce qu'à l'intérieur de nos États, il faut rappeler que la France a pratiquement plus d'un siècle de présence dans nos pays. Et donc, elle s'est consolidée. Elle est présente dans pratiquement toutes les strates de nos États, que ce soit dans le pouvoir politique, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans les médias. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a un combat de fond qu'il faut faire. Donc, peut-être votre télévision en parle souvent. Exactement. Lorsque vous parlez de renaissance, il y a un travail de renaissance qu'il faut faire pour justement briser ces chaînes-là, pour également neutraliser ces endocolons, parce que c'est justement ça également le problème de nos États africains, c'est l'endocolonat qui siège à l'intérieur de nos États, parfois même qui occupe des très hautes fonctions. C'est cet endocoloniat-là qui continue à nous maintenir justement dans cet État. Et aujourd'hui, ce sont des éléments sur lesquels nous devons travailler. Et bien sûr, continuer à travers des émissions didactiques comme celles-ci qui vont amener les populations à prendre conscience, parce que c'est dans la masse critique que nous pouvons agir, et après cela prioriser
les combats. Il faut d'abord quoi? Il faut neutraliser l'endocolona et ensuite il faut passer à autre chose. Tu fais bien de le dire, il ne s'agit pas de créer la monnaie pour la créer. Exactement. Il faut justement que cette monnaie pèse. Parce que s'il faut simplement la créer, je pense qu'il y a un économiste africain qui nous a fait savoir qu'en 3 jours, on peut créer la monnaie. Exactement. Il s'agit d'avoir l'idée et puis que le chef d'État soumette ça à l'Assemblée nationale, un projet de loi. Exactement. Ils étudient le 3e jour, on appuie sur la machine. Exactement. Donc il y a des éléments. Si vous créez une monnaie sans assurer la garantie de la sécurité de la monnaie, parce qu'à partir du moment où vous créez une monnaie, vous pouvez être sûr qu'elle pourra être contrefaite. Et donc si vous ne pouvez pas garantir justement la qualité de votre monnaie, c'est-à-dire que mettre sur pied des mécanismes de sécurité qui font en sorte que la contrefaçon de cette monnaie peut être difficile, et bien vous allez vous retrouver sur le marché avec de la fausse monnaie qui va forcément plomber l'économie de votre pays. Donc il y a des minimums qu'il faut garantir, et il faut travailler dessus. D'accord, nous nous acheminons inexorablement vers la fin de ce programme. On va faire un petit récapitulatif, notamment à travers les slogans qu'on a cité tout à l'heure: droit de l'homme, droit international, communauté internationale et démocratie. Mondialisation. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que les Africains doivent comprendre que nous sommes à un tournant historique. Et nous devons nous réveiller. Nous devons non seulement nous réveiller, nous devons prendre conscience des enjeux, parce qu'aujourd'hui, nous avons souvent cette naïveté de croire que lorsqu'il y a manifestation quelque part, on nous vante les populations qui aspirent à la liberté, à la souveraineté. C'est faux. Le monde est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus profond que ça. Et il faut que les Africains le comprennent. Vous savez, lorsque le printemps arabe commence, on a suivi à travers les médias occidentaux, les médias mainstream et même à travers les relais nationaux, comme quoi c'était une volonté des peuples arabes à beaucoup plus de liberté et de démocratie. Mais sauf que par la suite, généralement, on se rend compte que la réalité est tout autre. Il faut rappeler que le printemps arabe était une machination savamment construite. Je tiens ici pour preuve les déclarations d'un journaliste français, journaliste du monde diplomatique qui s'appelle Olivier Pio, qui a couvert la révolution du jasmin, ce qu'on appelait le printemps arabe en 2011, qui fait savoir que en réalité, pendant qu'il couvrait l'événement, dans la foule, il y avait des mercenaires, que la foule avait été infiltrée par les mercenaires, probablement sud-africains, qui avaient pour ordre de donner un coup de pouce à cette révolution. D'ailleurs, rejoignant les dires du journaliste Olivier Pio, vous avez un site très informant en Tunisie qui s'appelle le site Tunisie Secret, exactement, qui revient sur les déclarations du journaliste et fait savoir qu'en réalité, le printemps arabe était une machination des services secrets français et américains qui avait été financé par le Qatar et qui a été implémenté par les mercenaires sud-africains avec la complicité interne du général Felon Rachid Amar, qui a permis plus tard aux mercenaires de quitter le territoire. Incroyable. C'est ça la réalité du monde. Et donc aujourd'hui, lorsque des hommes politiques sortent sur et font des déclarations à l'emporte-pièce sans véritablement comprendre comment ce monde fonctionne, comprendre les enjeux, c'est très triste, mais c'est dit que véritablement en Afrique, nos hommes politiques manquent de culture géopolitique et de culture géostratégique. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, ce sont des évidences ailleurs, mais sauf que chez nous encore, ça relève de l'illumination. Si vous ne comprenez pas ces réalités-là, vous ne pouvez pas gouverner. Et si vous ne pouvez pas gouverner, vous êtes sûr que si vous prenez le pouvoir, eh bien, vous allez vendre votre pays. C'est des éléments sur lesquels nous devons travailler. Nous devons amener les peuples à comprendre ce qui se passe derrière, à comprendre les dessous, à voir le monde sous sa véritable forme, sous son vrai visage, de nature justement à permettre à ce que des hommes qui ont la même vision que nous, qui comprennent les choses comme nous, arrivent au pouvoir pour le bien-être des peuples africains. Infiniment merci, frère. C'est moi qui vous remercie de cette... Nous vous espérons une autre fois sur les antennes de Kemet Télévision. Ah, Inch'Allah, si Dieu le veut. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je recevais justement le frère Charlie Kenyé, qui est stratège analyste, et on parlait justement de la thématique l'Afrique sous la dictature, des concepts et slogans à des fins esclavagistes. Ça a été un plaisir de vous servir ce matin. Merci infiniment à la technique qui s'est mobilisée pour cette émission. Chers Africains, armez-vous de science jusqu'aux dents, car si vous ratez d'unir l'Afrique, vous ne serez pas au rendez-vous du 3e millénaire. Restez en compagnie des programmes de Kemet Télévision qui se poursuivent. À très bientôt. Ok. Finalement, merci.